parce que vous voyez les photos et vous ne comprenez pas. Alors donc, petit à petit, mon frangin était un petit peu plus que moi parce qu'il savait un petit peu mieux lire et écrire, parce qu'il allait un peu plus souvent à l'école. Mais à Saint-Brieuc aussi. Ouais, on gardait les vaches en Bretagne. On a gardé les vaches, il n'y avait pas de clôture électrique à l'époque. Ben non, il y avait les partout. Mais bon, il y a des bons souvenirs. Je Ben, garde pas des Normands, je garde de la Normandie un très très mauvais souvenir, aussi bien mon frère que moi, parce qu'on a eu une enfance terriblement malheureuse à cause d'un beau-père normand. Ça n'a rien à voir avec la... Vous savez, il y a des Bretons qui sont bons, il y a des Bretons aussi qui sont cons. Hein. Bon, ça c'est dans toute... trop de calva. Non. Ça c'est partout. Hein. C'est trop de calva. Ça c'est pas forcément... C'est comme il y a des Arabes qui sont bons. Hein. Et pourtant je les aime pas trop, mais bon, pas généraliser non plus. Bon. Un arabe, ça va. 1000 arabes, Bon. ça commence à... Et pire encore. Alors, ton enfance? Mon enfance, je vais pas... Bon, Non, bien sûr, mais développer un petit peu. Notre enfance, parce qu'on est deux, hein, comme on n'avait pas à manger, rien du tout, on prenait des coups sur la gueule, c'est qu'à le dire, pour parler franchement. On se tirait et on allait dormir dans des grottes avec des lits de fougères, avec mon frère aussi, hein, pareil. Hein. Ou dans des granges de paille, parce qu'en Normandie, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des granges et des fermes. Bon. Et parfois, on était 3 jours sans manger. Hein. On avait quel âge? 14 ans. Hein. Et quand l'été, on allait dans les jardins qu'on bêchait, alors on savait où il y avait la rhubarbe, on allait manger les bâtons de rhubarbe. Mais bon, ça fait pas trop du muscle, hein, malheureusement. Non. Et un jour ou l'autre, avec une jeunesse comme ça, qui endurcit le bonhomme, on s'entraînait la nuit. À 14 ans, on roulait des brouettes de béton 7-8 heures, donc pas besoin d'aller à la salle de gym le soir. Dans la boue et tout. Vous voyez, sur les chantiers, on transportait les litres, on faisait le mousse et le manœuvre à charger les bétonneuses. Vous voyez, c'est pour vous dire, parce que c'était moins moderne que maintenant. Et puis le matin, et puis 2-3 fois dans la journée, 40-50 litres de rouge. Parce que les terrassiers et les maçons, on parle du cyclisme, de dopage dans le sport, les gars, moi je peux témoigner, c'était 1 litre à l'heure de rouge. Et 10 heures de travail, ça fait combien? Ça fait 10 litres. Il ne faut pas pousser quand même. Ah ben non. Non, les gars du bâtiment, 1 litre de rouge à l'heure, mais alors, moi je faisais 10 heures le soir. Il rentrait en vélo. Hein. Il rentre en vélo, mais moi je vous assure, en moyenne... C'est le vélo qu'il est rentré. Non, mais... Oh. Non, mais ça c'est... Mon père était maçon, moi j'ai donné un coup de main à construire la maison. Je peux vous dire que oui, quand les gars ils travaillaient à la tâche... Oui, mais c'est des Normands. Non, peut-être plus maintenant. Non. Peut-être plus maintenant. Et les gars, je vous assure, on allait 3 fois le matin avec des brouettes, 50 litres de pinard sur le chantier. Bon, il n'y avait pas que 10 bonhommes. Hein. Oui, monsieur. Je l'écris dans le livre d'ailleurs. Oui, d'accord. Et je pense à eux parce qu'ils ont cotisé comme des cons. Ils ont payé les cotisations pour la retraite, ils l'ont jamais eu. Hein. Il y en a combien qui vivent encore? Ils n'ont même pas été à la retraite. Hein. Ah bah non. Ils ont pas été à la retraite. Ils travaillaient à la tâche, les gars. À la tâche, au fond d'une tranchée et tout. Et sous la chaleur et tout. Et ça pesait près 1 litre. Et ils n'arrêtaient pas de boire la bouteille. Comme les matelots. Non. Je vous dis, ouais. À l'époque. Non, mais 1 litre à l'heure, il ne faut pas... En moyenne, c'était 1 litre à l'heure. Il faisait 10 heures. Il n'y a pas besoin de calculatrice. Même bon. 10 litres à faire de maçon, mais même. Le mur, il est de travers. Hein. Non, mais même si... Admettons que c'est 9 litres. Mais bon, on va pas discuter. Non, il ne faut pas exagérer. Non, mais bon, c'est une génération d'après-guerre. Moi, je vous dis, les gars, c'était effrayant. Hein. Effrayant. Nous, on voyait ça, nous, on ne buvait pas une goutte de vin. Alors, on ne buvait pas une goutte de vin, on rêvait. Heureusement, d'ailleurs. On ne va pas épiloguer sur le vin. Ils n'ont pas fait de vélo. Hein. Non, mais on travaillait sur les chantiers, Rouen était en ruine et tout, il y avait du boulot partout. Moi, je m'engueulais avec le chef de chantier. Il me dit, vous commencez quand? J'ai dit, vous voulez que je commence quand? Il me dit, maintenant si vous voulez, traverser la rue, machin, parce que je m'étais engueulé avec le chef de chantier parce que j'ai un sale caractère de con comme qui a un caractère breton, parce que ceux qui ont du caractère, on dit qu'ils sont cons. Quand je vois Bernard Hinault, moi c'est un mec que je vénère. Comparer ce qui est comparable, c'est pas non, mais c'est un mec que j'adore, moi. Parce que si la merde à vous dire, il va vous le dire, hein, et puis il va pas mettre des gants. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Moi, j'adore les mecs francs. Marc Madiot, j'adore. Pourtant, il est de la Mayenne. Marc Madiot. Cyril Guimard, pareil.
Ah non, mais là, vous avez vu ce qu'il a dit pour Froome sur les réseaux sociaux Oui, le fait de ne rien dire. Bah, moi, je vais lui faire une lettre de félicitations déjà. Hein. À qui? À Bernard Hinault. Non, non. Monsieur Hinault a été pris dans une affaire. Oui, mais non, mais on parle du livre. Là. Non, Oui, il y a pas Allez, de- on revient au livre. Continue, Ouais. Henri. Hop, on reviendra sur les petites histoires Non, non, après. c'est comment. Bon, Donc, alors. continue ton livre. Voilà. Bon. Ta vie Oui. après le chantier. Alors bon, alors donc, rouler les brouettes de béton, il n'y a pas besoin d'aller à la salle faire la gym, hein, parce que je vais vous dire, mais on rêvait toute la journée, on dit punaise ce soir, vivement ce soir qu'on aille se taper 70-80 bornes en vélo, après la journée de 10 heures. Hein. C'était là un loisir, c'était un plaisir, c'est comme si on allait faire une partie de pétanque, comme si on allait, vous voyez, et on se tirait la bourre avec le frangin et tout, on rentrait à 10 heures du soir parce qu'on rallongeait la distance. Quand on quittait le chantier, parfois, il y avait 30 bornes en route directe. Alors, on prenait le chemin des écoliers, on rentrait à 10h30 à la cabane. Avec feu, peu Pas de nourriture feu, dans le pas ventre. d'eau, rien du tout. Alors, on mettait les boîtes de petits pois dans la cabane. Comme il pleut beaucoup en Normandie, les boîtes, les petits pois, et on avait un petit réchaud qu'on nous avait donné. Et on faisait bouillir l'eau quand même, vous voyez, et on faisait le manger, les légumes et tout. Vous voyez. Ça, c'était à 15-16 ans, vous voyez. Jusqu'à en 59. Donc mon frère est champion du monde, il se révèle en faisant deuxième derrière Jovelli dans le Grand Prix de France 1960. Il a 18 ans, mon frère. Et casse son dérailleur, il finit avec le 20 ans. Il tourne vite les jambes, il n'avance pas, parce que contre la montre, il vaut mieux mettre du braquet. Et si ça avait été en première partie de parcours, mais tout le plat était en deuxième partie, donc c'est la deuxième partie. Et Jovelli, il avait plus d'une minute d'avance sur Jovelli, à 20 bornes dans l'arrivée, et à force de mouliner, comme il ne pouvait plus passer le dit développement, il se fait grignoter, et Jovelli le bat de 6 secondes. 6 secondes, monsieur Jovelli, un des rares à avoir battu Anquetil sur sa valeur. Pas un Anquetil malade. Ils sont rares, ceux qui peuvent dire qu'ils ont battu Anquetil sur... Ils sont rares, hein, je peux vous le dire. Ils sont contre la montre, hein, parce que pour moi, c'est... Charlie Gaulle en 1958 dans le Tour à Châteaulin. Et à Châteaulin et au Mont Ventoux. Et la troisième étape, sur les 3 étapes contre la montre, et Roger Rivière en 59. Anquetil n'a pas gagné une étape contre la montre, il a été contré par Roger Rivière en 59. Et en 58, l'année d'avant, c'est Gaulle, l'ange de la montagne, un grimpeur et tout, qui tape toutes les étapes à Châteaulin sous la pluie, même. Hein. Bon, le livre. Oui, on revient au livre alors. Oui, alors donc, la passion du vélo, l'amour du vélo, parce que si vous n'avez pas le feu sacré puis le mental de dire je veux être champion, je veux être champion, je veux être champion, c'est peut-être du rêve, hein, c'est peut-être... il y en a beaucoup qui rêvent d'être champion et qui ne le sont pas, c'est pas forcé. Et alors, on s'endormait le soir en disant, notre but, notre rêve, c'était il n'y avait pas d'autre issue. Quand on a une jeunesse de misère et tout, il faut se battre. La seule porte de sortie, c'était réussir dans le sport, donc dans le vélo, notre sport favori. Et c'est pas évident, parce que le vélo, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un sport de... Ouais, voilà. Alors donc, en s'entraînant, mon frère, je vais vous raconter une histoire. C'est là qu'il est devenu champion du monde pour moi. J'écris dans le bouquin. Nous sommes en mars 1959. En mars. Première course, toute catégorie. Mon frère donc sort des cadets. Donc il est de 1942. Vous comptez quel âge qu'il a. Hein. On est en mars. Il neige, il fait froid, il fait pluie. Grand Prix de Bourg-Cachard, toute catégorie. Donc mon frère là, 120, 130 coureurs au départ. À l'époque, c'était des gros pelotons. Et une échappée se forme au départ. Dans la neige, les giboulées de mars, vraiment, c'est grave. Et on part à 7. J'ai la chance de capter la bonne échappée. Mon frère la rate. 140 bornes, 140 km, vous voyez, même c'est les étapes du Tour de France d'aujourd'hui. 140 km. Mon frère, quand il a vu que l'échappée partait, il n'a pas pu rentrer dans l'échappée, il n'a pas pu nous rejoindre. Il a fait toute l'étape, toute la course, sans être repris par le peloton qui chassait derrière, entre les 7 échappés dont je faisais partie et le peloton. Et il file à 200 mètres de nous. Et il sort des cadets.
Et des gars comme Élie Lefranc, comme Pierre Poulain qui avait fait le Tour de France, comme Gabriel Jarige, maillot des As de Paris-Normandie. Vous voyez, c'est pour vous dire, des gars comme Dominique Motte, Marcel Bidot, Michel Bécher, et des costauds qui pourraient être aujourd'hui des grands professionnels. Et ce jour-là, il m'a épaté. Et 15 jours après, vous m'entendez, c'était le championnat de Normandie des débutants à Caen. Le premier pas d'un lobe. Donc, ça, nous sommes donc le jour de Paris-Roubaix, avril 1959. C'est Noël Forêt qui gagne Paris-Roubaix. Eh bien, mon frangin, il part de la cabane des Essarts, la musette sur le dos, un bidon sur le vélo, une bouillie de flocons d'avoine, froid évidemment, qui avait trempé depuis la veille, le flocon d'avoine, un bidon, des tranches de pain d'épices, de la vache qui rit, une orange, une banane. Et voilà. 115 km pour aller au départ de la course. 115 km. Rouen-Caen. Il va au départ de la course. Le départ, il arrive 1 heure avant, trempé, frigorifié. Hop, il enlève ses affaires mouillées. Le cuissard qui était déjà mouillé, lui, il était déjà prêt pour la course. Hein. Il attaque au départ. C'est véridique, car c'est ce que je vous dis, je l'écris là-dedans. Il attaque au départ. 90 km. C'est une course de débutants quand même, vous voyez. Il y a le premier panalope régional. Donc, championnat de Normandie des débutants. Il attaque au départ, ils ne l'ont jamais revu. Paris-Normandie titre, Jean Jourdain, champion de Normandie, à 16 ans. 90 km en solitaire, 6 minutes 30 à l'arrivée. Chapeau. Ça, c'est le titre de Paris-Normandie. Vous voyez? Moi, le jour qu'il est devenu champion du monde, c'est ce jour-là. Et c'était prévu que le soir, vous m'entendez bien, que le soir, il revienne en vélo, à Rouen. Donc ça faisait 115 km pour aller, 90 km de course, vous faites au total, et 115 km pour revenir le soir. Mais quand on est champion de Normandie, et qu'on gagne de la façon qu'il gagne, que tout le monde, on dit ça y est, c'est un nouvel an que t-il, là vous avez 15 voitures qui vous proposent, on ramène le champion. Ah là, il n'est plus question qu'il rentre en vélo. Donc il est rentré, il avait dit taxi gratuit, bénévole pour le ramener. On prête qu'aux riches. Ah bah oui. Voilà. C'est comme quand il est champion du monde. Tous les grands couturiers lui faisaient des costumes sur mesure. Il dit maintenant que je peux me les payer, on me les offre. Il dit avant j'étais en guenille et tout. Ah oui. C'est toujours d'actualité. Eh oui, oui. Ah non, mais comme vous dites, c'est toujours d'actualité. Que sont devenus les deuxièmes, Henri Bélena et Jacques Les Gestron? deuxièmes, oh bah, je sais pas qu'ils... 2 et 3e. Ils vivent toujours, Ils vivent, ils vivent toujours. Je vois dans des réunions des anciens, Bélena et Gestro. Oui. Et puis bon, la conversation, évidemment, ça rappelle un peu la Ouais, jeunesse. forcément. Mais ils n'ont pas fait carrière chez les Non. Ils n'ont pas fait carrière. Et quand mon frère a été champion du monde, Anquetil, Jacques Anquetil est venu le voir. Non, les journalistes sont venus voir. Et Anquetil venait de remporter son 2e Tour de France, c'était en 1961. Donc c'est l'année qu'il a été le seul porteur du maillot jaune. Mais il ne l'a pas porté du départ à l'arrivée. Hein. Faut pas de nuance. Beaucoup le croient, mais c'est faux. Hein. Il a pris le maillot jaune au 3e jour. Parce que si Nancini avait été là, il s'était fracturé les cervicales lors d'une course en Italie. Nancini, vainqueur 1960, partait de Rouen avec le maillot jaune. Bon, la première étape, c'était Rouen-Versailles, 135 km. Premier d'Argade, deuxième Jean Guinche. Vous voyez? Et l'après-midi, ça c'était le matin, et l'après-midi, une demi-étape contre la montre. Prenez bien. 55 km dans la vallée Chevreuse au parcours des Nations. Les côtes de Châteaufort, Saint-Rémy, Buc, toutes les postes de la vallée Chevreuse. 55 km. Et c'est Anquetil qui gagne devant Albert Bouvet. Et Anquetil prend le maillot jaune, parce que le matin, il y avait 1 minute de bonification et 30 secondes. Vous voyez? Donc Anquetil, logiquement, si ça avait été accordé, Dargade des maillots jaunes à Versailles. Vous voyez? Donc à l'époque, ils avaient le maillot jaune était décerné à la suite de la 2e demi-étape. Donc, à Versailles. Et il a porté qu'au départ de la 3e étape, donc au départ du Mans. Versailles-Le Mans, la 3e étape. Donc il a été le seul porteur du maillot jaune, mais pas d'un bout à l'autre. Il n'y a qu'un coureur dans toute l'histoire qui a porté le maillot jaune de toute l'histoire du vélo, du départ à l'arrivée. C'est en 1973, 8 jours après avoir regagné le Tour d'Espagne devant Luis Ocaña et Bernard Thévenet, c'est Eddy Merckx, Monsieur Merckx. En 72, il gagne le Tour d'Italie devant José Manuel Fuente. En 73,
Ils ont fait partir le Tour de France pour faire honneur à Eddy Merckx à Verviers, donc Verviers, à côté de Liège. Il passait le tunnel du Mont Blanc, d'ailleurs, 3 jours après. Et il y avait un prologue de 12 km contre la montre par équipe. Il fallait qu'il choisisse un équipier. Il a choisi Roger Zwert, qui 8 mois avant avait gagné le Grand Prix des Nations, en 72. Vainqueur du Grand Prix des Nations. C'est pas 73? C'est pas 73. 73, c'est Ocaña qui a gagné. Le Tour d'Italie? Ah non, pas le Tour d'Italie. Je parle du Tour d'Italie. Ah, le maillot jaune. Non, là je me en maillot rose, c'est et voilà, là j'ai fait erreur. Ouais, non, il gagne devant Thévenet d'ailleurs. Il n'a même pas fait le Tour de France d'ailleurs. Et les deux, Merckx, donc cette année-là, à 8 jours d'intervalle, c'était au mois d'avril. Il a 8 jours de repos, il gagne le Tour, il gagne la Vuelta, c'est la seule fois qu'il a couru le Tour d'Espagne, il gagne devant Ocaña et Merckx. Et après, un mois et demi après, le Tour de France, c'est premier Ocaña, deuxième Merckx. Non, en 73, il ne courait pas. Non, premier Ocaña, excusez-moi. Premier Ocaña, deuxième Thévenet. Ah oui, deuxième Thévenet. Et la carrière de Jean. La carrière de Jean. Bon, Champion la du carrière monde en de Jean. 61. Bon, Jean, alors, la carrière de Jean. On va prendre on était tout à l'heure à Jovelli, là, le Grand Prix. Ça, c'est déjà, il est trop jeune pour être sélectionné à Rome pour les Jeux Olympiques. Parce qu'il est trop jeune. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est déjà scandaleux. Hein. Il a 17 ans et demi pour aller à... Donc, il est trop jeune, il est présélectionné, mais on ne le sélectionne pas. Donc après, il se révèle dans ce Grand Prix de France contre la montre à Vailly-sur-Sauldre, donc en octobre 1960, où il est battu de 6 secondes par Jovelli. Et les journaux le titraient, le vrai vainqueur du Grand Prix de France, le vrai triomphateur du Grand Prix de France n'est pas son vainqueur Jovelli, mais son brillant second Jean Jourdain, victime d'ennuis mécaniques. C'était pas trop gentil pour Jovelli. Hein. C'est pas trop gentil, parce que c'est un grand champion. C'est pas diminuer la victoire de Jovelli, hein, c'est pas, attention. Celui-là, il peut dire, j'ai battu un petit contre la montre. Et après, donc, alors en 61, il est déjà champion de Normandie. Il est champion de Normandie. Il est champion de France contre la montre par équipe. Ça, c'est la grande saison, ça. Il gagne. Alors, il fait la route de France. C'est toujours pareil, trop jeune. Et au départ, il est remplaçant. Et puis bon, comme il domine toutes les courses, et ils sont obligés de le mettre, il est remplaçant. Mais le leader, c'est Jean-Claude Lebaube. Jean-Claude Lebaube, qui est le leader. Firmin, voilà, c'est le surnom qu'on donnait. Et puis bon, c'est la brouille dans l'équipe de Normandie. Mon frangin, il accepte de prendre le départ, mais pour porter les bidons, et puis voilà, pour ramener les coureurs sur crevaison, pour ramener en tête, comme il n'est pas leader. Il est donc domestique, Grégorio, comme on dit, vous voyez ça. Et puis au bout de... Donc ça partait de Cherbourg et ça allait au Bernay, ça traversait la France comme ça. Et des étapes de 150 bornes, hein, attention. Et arrive à Pontet-sous-Bois, province, en Seine-et-Marne, tout au bout de 3 jours. Deux leaders dans l'équipe de Normandie, Jacques Gérard de Bayeux et André Desmar de Rouen. Ils sont à égalité de temps et tout, c'est l'âge qui les départage. Donc ils sont tous les deux dans le même temps. Et mon frangin, à force de ramener les mecs sur crevaison et tout, il se trouve à 4-5 minutes. Lui. Donc il ne peut plus gagner la route de France. Et ces deux-là, ils se castagnent. Donc c'était Fontenay-sous-Bois, province. Et la province, il y avait une étape. Alors ça, c'était 130 bornes le matin, et l'après-midi, 90 bornes, province 3. Demi-étape, comme on appelait. Et le matin, les deux leaders là qu'il est, ils se castagnent et tout. Émile Dardane, président du comité de Normandie, il commence à rouler avec son cigare. Bon, maintenant les histoires, c'est fini. Et il donne rendez-vous, c'est ce que le journaliste que j'écris là-dedans, le journaliste Ouest-France, il écrit. Il dit maintenant, les histoires finies. Jean Jourdain est désigné leader de l'équipe de Normandie malgré son retard au classement général. Là, vous allez vous poster, et ça c'était la pause du midi, pour l'après-midi l'étape. Il dit là, vous allez vous poster à 5 km du départ, il y a une bosse. Dans le virage comme ça, vous vous postez. Les journalistes ils disent, qu'est-ce qu'ils nous racontent comme truc? Ils n'y croyaient pas. Mais il dit, hein, et si c'est vrai?
va rater le coup. Et les journalistes, ils y vont par curiosité, mais ils n'y croient pas. À l'endroit précis, comme un ressort que l'on détend, mon frangin il place un démarrage, à l'endroit précis. 5 km du départ. Hop, il prend 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres, il plafonne avec 100 mètres d'avance pendant 4-5 km. Et il disparaît. Et ça roule, et ça roule, ça roule, ça roule. Derrière, toutes les équipes roulent, toutes les équipes roulent. Et Guy Merlin, quand il voit l'écart, Guy Merlin, qui était le patron de l'équipe de Jean-Pierre Jeunet, Flocher, Pitzek, les Bretons, là, des gars qui étaient placés au classement général. Ils roulent tous. Et Guy Merlin, le promoteur immobilier, qui était président de Fontenay Sport, le club de Fontenay-sous-Bois, le club comme votre club à vous, il achète, il met 5-6 équipes en payant dans le coup pour faire échec à mon frère. C'est lui qui me l'a dit sur le bateau mouche, je l'ai écrit là-dedans. Le bateau mouche, quand il remettait les trophées Merlin Plage. Eh bien, plus qu'il mettait l'équipe dans le coup, il me l'a dit des années après. Et il m'a dit, plus que l'écart se grandissait. Alors à un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Il a accéléré, il a passé, il a klaxonné, et il rejoint mon frère. On baisse le carreau, il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il n'y avait plus que 10-12 km à faire. Alors il dit, ça va. Il dit, si l'écart diminue, vous me le dites, je mets une dent de plus. Mais ce n'est pas fanfaron. C'est qu'il pouvait mettre une dent de plus. Ça veut dire une dent de plus, ça va mettre un peu de braquet. Ouais, mais la moyenne, à l'arrivée, le second, ils arrivent, les coureurs, ils arrivent. Tout le monde roulait derrière. Hein. Tout le monde roulait. 3 minutes 15 à l'arrivée, 90 km, 46 de moyenne, tout seul, contre la montre. Vous voyez, ça peut vous dire. Impressionnant. Hein. Alors, les coureurs, ils faisaient tout ça. Et après, le lendemain, il y avait l'étape contre la montre, à Épinal. Mon frangin, il avait des roues de 24 rayons et 24 et 22. C'était du léger à l'époque, maintenant ça casse plus comme ça. Il casse des rayons, donc il y en a plus 22 ou 24, et la roue elle frotte sur le cadre. Il écarte ses patins, il quitte à plus avoir de frein, les trucs Mafac à l'époque, il déboîte les freins, pour pas que ça frotte trop, mais sur la roue elle frottait quand même sur le cadre tellement. Et il gagne avec 2 minutes d'avance. Contre-la-montre, après son festival de contre-la-montre de la veille. Et le surlendemain, première étape de montagne, il n'avait jamais monté, lui le Normand, il n'y a pas de grand col, il n'y a pas de col en Normandie. Et bien, tout le monde me dit, mais oh, attention, c'est pas les côtes normandes que tu es. Et il dit aux gars, il dit, vous inquiétez pas, restez dans la roue. Ils n'ont pas resté longtemps dans la roue, ils ont attaqué le ballon d'Alsace, il a 6 minutes d'avance en haut du ballon d'Alsace, c'est la première fois qu'il montait un col. Et là, il y a les photos de presse. Il dit Jean Jourdain dans un col, les mains au haut du bidon, dans sa roue, ses adversaires font la grimace. On les voit tous, là, les leaders, les clochers, les Jeunets et tout, à la grimace, les mains en bas du bidon, prêts à lâcher prise. Et là, c'est les 3 premiers kilomètres du ballon d'Alsace. Et le surlendemain, encore des cols, le col du bonhomme. Qu'est-ce qu'ils ont vu sortir dans le col du bonhomme? Le journal d'équipe. Il dit qu'avons-nous vu sortir du col du bonhomme? 3 petits points, un aigle. Ça, c'est le journal d'équipe. Vous voyez, c'est pour vous dire, élogieux. Hein. Il gagne le lendemain, il gagne avec détaché. Au départ, ils ne l'ont jamais revu. Le gars qui n'avait jamais passé la montagne. Même Anquetil, il a dit, quand il a été champion du monde, les journalistes ils viennent le voir, il dit, mais ne parlez pas, c'est un phénomène. J'ai connu Jourdain trop gamin pour me faire à l'idée qu'il serait devenu un aussi grand champion. Venant de la part d'Anquetil qui venait gagner son deuxième Tour de France, c'est quand même pas un guignol, Jacques Anquetil. Hein, c'est pas, même s'il n'est pas breton, s'il est normand, il n'a rien à foutre. C'est impressionnant. Et puis bon, sur les 7 étapes de la route de France, à part les 3 premières où il a servi de larbin, il gagne les 4 dernières, s'il vous plaît. Hein, et détaché. Hein, détaché. Hein. Après, il fait le championnat de Normandie. Alors, comme les autorisations, ça c'est donc 8 jours après la route de France. La route de France, là, je vais vous raconter une histoire que je raconte dedans. Il y avait Louison Bobet et Raoul Rémy, en haut de la côte des Essarts. C'est Poulidor qui est champion de France. C'était donc la veille du championnat de France, donc au mois de juin 1961. Et donc c'était la veille. Bobet. Tu m'attends, je vais acheter ce bouton. Oui.
Vous partez? Oui, oui, je suis obligé. Voilà. Excusez-moi. Hein, Non, 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 c'est moi qui m'excuse, je vous interromps. non, ben non. Excusez-moi. Vous, combien C'est comment